Tadadam. Je pense que c'est le temps d'une bière. Moi aussi, je pense que c'est le temps d'une bière. Je pense que c'est le temps d'une bière avec Pub, a.k.a. PO, Mhm. a.k.a. celui qui a créé le podcast. C'est le temps d'une bière. Merci de me recevoir. Ça fait plaisir, PO, regarde. Aujourd'hui, je te reçois. C'est toi qui vas Ouais. animer. OK. Puis aujourd'hui, on parle de révolution industrielle. La révolution industrielle. Celle-là, là. Celle-là. Pas plein d'autres. Pas là. l'autre. Non, parce Elle. qu'il y a aussi celle de après. Ouais. Puis elle de il y a un moment donné aussi, mais on parle de celle-là. Là. Ben, on pourrait parler de 2 révolutions industrielles. Ouais, c'est vrai. T'as la première en Angleterre, OK. puis après ça, t'en as une autre aux États-Unis. Puis à chaque fois, c'est plus. À chaque fois, c'est plus intense. À chaque fois, l'intensification des échanges monte encore plus. Les enjeux montent, les fortunes montent. Pourquoi on parle de ça? Moi, je pense que c'est parce qu'il y a un lien au niveau de la bière. Je Certainement. crois. Ben oui. Je voudrais pas trop me mouiller, mais je pense qu'il y a un lien avec ça aujourd'hui. Le lien, en fait, est en face de toi. Parce qu'aujourd'hui, on boit de la porteur. Une porteur. Le porteur, c'est la porteuse de la Révolution anglaise. Sans faire de bons jeux de mots. Mais ça, il était bon. Yeah, OK, De c'est correct. Ben non, mais c'est parce que vraiment, sérieusement, une des premières choses que la Révolution industrielle a changé, ça a été la façon dont on a consommé de la bière en Angleterre. Un des produits manufacturés qui a été créé avec la Révolution industrielle en Angleterre, ça a été une bière standard de qualité égale. Puis la bière la plus répandue qui est sortie de tout ça, c'est la fameuse porteur, Oh! qui est en fait l'ancêtre de la stout qu'on connaît bien, qu'on aime boire, j'allais dire manger, qu'on aime boire durant l'hiver, puis qui nous arrive aujourd'hui dans toutes sortes de variétés. Ouais. Fait que, d'abord et avant tout, goûtons à celle-ci que j'ai achetée. Ah, c'est délicieux. J'étais pas un amateur de porteur de stout, de bière noire avant. OK. Puis je crois que ça fait 2 ans que je l'apprécie. Avant, Ouais. je trouvais que c'était trop... je vais utiliser le terme écorce. Je trouve qu'il y avait un petit peu trop OK. de bois à l'intérieur de la bière. Trop boisé. Trop là, boisé, vraiment. exactement. Peut-être. Écorce, bois, j'ai OK. un peu divagué. Mais maintenant, je l'apprécie beaucoup et elle est délicieuse. Ouais. Celle-là est un petit peu crémeuse. C'est une bière que j'ai prise à la SAQ. C'est une porteur anglaise. OK. J'ai trouvé quelque chose de relativement près de l'original, mais on va réaliser dans le podcast qu'il n'y a aucune bière qu'on boit aujourd'hui qui a rapport de près ou de loin avec les bières qui étaient brassées il y a plusieurs centaines d'années. C'est valable avec le stout, c'est valable avec le porteur, c'est valable avec la IPA. C'est encore plus vrai en fait avec la IPA. Par contre, ici on a un héritier très décent à cette bière-là qui était d'abord et avant tout la bière de l'ouvrier, la bière des pauvres, mais surtout la bière de la grande masse et encore plus important, la première bière industrielle. Et quand je dis la première bière industrielle, je te dis la première bière qui a été produite à grande échelle avec Pour faire boire le peuple. pour faire boire le peuple, mais aussi pour l'exporter vers d'autres peuples. OK. Parce que la porteur, c'est aussi le premier type de bière qu'on est capable d'exporter à très, très grande échelle. Pourquoi Les donc? Britanniques, pourquoi? Pourquoi non? Pour la simple et bonne raison que c'est la première bière qu'on crée dans des volumes énormes de type, on met ça dans une espèce de cuve d'un demi-million de pintes. Wow. C'était le plus gros volume d'alcool qu'on avait jamais fait maturer. Et puis ça, c'est important aussi parce qu'on ne faisait pas maturer vraiment l'alcool dans le temps. Pour l'essentiel du Moyen Âge, jusqu'à l'époque prémoderne, ta bière, c'est une ale, A-L-E, ou une ale, si tu veux. Mhm. Et puis, tu la consommes dans les premiers jours. Elle ne se garde pas. Souvent, c'est parce qu'on ne comprend pas vraiment les principes de contamination. On ne connaît pas encore la levure. Donc, on ne sait pas qu'il y a d'autres levures ou d'autres bactéries qui pourraient juste tuer ta bière si c'était possible. Puis après ça aussi, on ne fait pas vraiment vieillir la bière. Il y a des gens qui font vieillir la bière, mais sont très riches. C'est l'aristocratie, c'est les puissants, c'est les nantis. Mais le commun des mortels boit une bière qui a été faite dans la cuisine d'un chum ou d'un ami, ou encore plus souvent par la femme, parce que ce sont les femmes qui ont brassé la bière historiquement, qui cuisinaient ça dans leur chaudron, là, dans leur cuisine à la bonne franquette. De temps en temps, ils sortaient un pôle, et puis ils disaient « la bière est prête », puis ils commençaient à vendre ça au voisinage. Merci à elle. Merci à elle. Merci à elle. Et puis, on les reconnaît.
D'ailleurs, il y a de plus en plus de femmes aujourd'hui qui brassent de la bière. Hein, c'est un retour en force après une très longue absence. Mais ça, Tant on y mieux. revient. Oui, tout à fait. On va leur lever un verre On va leur lever un verre, on va prendre une gorgée de porteur. de porteur. Puis, Mais c'est ça, je dois finir la parenthèse puis Je te revenir laisse. d'où est-ce que je suis parti. la révolution. Oui, la fameuse révolution industrielle, c'est que d'abord, c'est la première bière qu'on fait dans des très grandes quantités. Mhm. Puis surtout, c'est la première bière qu'on fait maturer, qu'on se permet de mettre de côté pendant très longtemps pour qu'elle prenne du tonus, pour qu'elle s'améliore. Pour te donner une idée, l'ale traditionnelle, qui est une bière brune ou ambrée ou rousse, elle fermentait pendant quelques jours, et puis après ça, on la buvait. Après ça, elle se contaminait. Cette bière-là, la porteur, elle fermentait pendant 9 mois. Wow. Fait que là, Avant consommation? avant la consommation. Puis ça avait toutes sortes d'effets bénéfiques pour le producteur puis pour l'acheteur. Parce que dans ce temps-là, là, on utilisait du bois, on utilisait du charbon avec vraiment peu d'efficacité au niveau chaleur, ce qui faisait que ton malt, qui est comme le grain que tu as besoin d'avoir pour brasser de la bière, c'était carrément dégueulasse. Il y avait un goût très très fort associé à l'odeur de charbon, de fumée, De à toutes sortes bois. d'usines, toutes sortes de résines. Donc, si toi, tu buvais ta bière immédiatement, tu le goûtais, ce goût-là. Puis ça arrivait très fréquemment en Angleterre qu'on disait cette bière-là est carrément dégueulasse. Les bières les moins chères goûtaient la débauche. Elles goûtaient le restant d'un évier qui aurait fermenté dans le gosier d'un cadavre. Wow, c'était profond, ça. C'est encore profond. Ouais, C'est une image que je regrette d'avoir créée oui, parce que là, je l'ai vu suis avec toute coincé ma avec vie, ça. là. On est les deux coincés. là. Ben, évidemment, là, j'exagère Ouais, un tout on petit peu, s'entend, mais ça c'est arrivait juste pour- fréquemment que probablement la bière était contaminée à peu près tout le temps. C'était difficile de garder la bière pendant très longtemps, donc il fallait la boire tout de suite. Mais avec une bière qui était gardée dans des cuves pendant 9 mois, là, il y avait un contrôle de qualité. OK. Les défauts partaient avec le temps Wow. parce que la bière continuait à fermenter. Et plus la bière fermente, plus il y a de l'alcool. Plus il y a de l'alcool, moins il y a d'espace pour que les bactéries s'installent et commencent à faire un carnage. Donc, c'est enfin le premier vrai contrôle de la qualité à grande échelle. Puis ça a fait le succès de la porteur qui est devenue une bière d'abord et avant tout d'exportation qui a été consommée dans la plupart des colonies britanniques, dans les 4 coins du monde. Donc, c'est ça. Ouais, je sens une question. J'en ai une. Moi, je suis curieux de savoir à quel point que dans cette première révolution industrielle-là, la bière a aidé. Ou à quel point que la bière a évolué grâce à cette évolution-là. Parce qu'on parle d'une bière du peuple, on parle d'une bière qui était consommée, on parle d'une bière... En fait, on pourrait quasiment dire que les gens buvaient peut-être plus de bière que d'autres, à un certain point. Peut-être pas. Qu'est-ce que ça a apporté à la révolution, cette bière-là? Ouais, c'est intéressant que tu me poses la question parce que il y a quelques historiens qui regardent le développement du thé puis de la bière en Angleterre dans les 30 années qui ont précédé la révolution industrielle. D'ailleurs, la révolution industrielle, là, ça arrive 17-18e siècle. Oui. Et puis, dans le 17e siècle, avec la popularisation du thé, du café et puis des bières de différents acabits, de différents niveaux d'alcool, on assiste à tout d'un coup une énorme portion de la population qui boit de l'eau qui a été traitée. Donc de l'eau qui est beaucoup plus saine. Puis ça, c'est une époque où est-ce que les grandes agglomérations avaient aucun système d'évacuation des Non. déchets. Pas efficace, en Donc, tout cas. s'il y avait des puits qui étaient encore en fonction dans l'Angleterre industrielle, je te garantis que ces puits-là étaient contaminés par des déchets, des ordures, des déjections, du caca. Tout. Donc, c'est ça, tout ce que tu voulais pas avoir. Dans Donc, les ton épidémies de choléra étaient fréquentes. Là. Alors, La peste noire sort pas de n'importe où, là. c'est ça. Pour faire une histoire courte. Ouais, c'est ça, Non, mais on va pas une autre non, mais parenthèse. ça a le mérite d'être un Ouais. exemple assez clair et Ouais, très je vivifiant, comprends. disons. Ouais. Donc, c'est ça. Il y a quelques historiens qui s'intéressent à la question et qui disent une des explications possibles à tout le foisonnement industriel, de créativité, d'entrepreneuriat, de succès, d'innovation, c'est peut-être tout simplement la santé publique qui se serait améliorée. Démographiquement, il y aurait eu moins de morts parce que vers le 17e siècle, les gens boivent plus de contenu dans une eau qui a été bouillie.
Donc, quand on bouille l'eau, ça tue beaucoup de pathogènes qui Mhm. sont pas tes amis, puis Mhm. qui veulent ta mort. Ouais. Ils sont pas fins, les autres. Ils sont pas gentils. Ben, c'est pas la seule explication. Parce que le 17e siècle, à peu près partout en Europe, c'est vraiment une époque de découverte. On crée des académies. On crée des académies de la science, de la littérature. On fait vraiment beaucoup d'expérimentation. Et puis, ça, c'est une des choses qui arrivent. Puis après ça, ben, il y a aussi toutes les autres choses qui sont arrivées avant. Hein. Tu sais, la fameuse machine à vapeur, qui est vraiment l'épicentre de la croissance industrielle, De la qui est transportation, littéralement le moteur de la révolution industrielle. Ouais. Si tu me permets cet atroce jeu de mots. Je te le permets. Merci, c'est gentil. T'es mon invité tout de même. Oui, c'est vrai, tu me reçois. Je te laisse la parole. Merci encore d'ailleurs. Ça fait plaisir de t'accueillir parmi au podcast là, dans une bière aujourd'hui. Cette digression est complètement ridicule. Ça mérite une petite gorgée. Je sais pas si ça le mérite. Ben, moi, je le donne. Mm-hmm. Donc, c'est ça, le fameux moteur... Économique. Ben, c'est un moteur c'est économique. ça, la machine à vapeur, Ouais. là, c'est ça. Ça faisait au moins un siècle que ça existait. C'est juste qu'il y a un petit monsieur qui s'appelle Watt qui était capable de trouver quelque chose de vraiment optimal, puis il était capable de le vendre. Un des premiers clients de ce petit monsieur-là, c'était une brasserie. Wow! Et puis en dedans de 5 ans, les 5 plus grandes brasseries ont suivi son exemple et ont décidé d'adopter ça. Et puis là, tout d'un coup, tu as un des premiers produits manufacturiers de la révolution industrielle, une bière. Parce que tu avais déjà le produit, tu avais déjà quelque chose qui était en demande, qui était très abordable et tu pouvais déjà créer des économies d'échelle. Puis là, il y a des innovations scientifiques qui vont faire que tu vas pouvoir faire ça, mais encore mieux. Par exemple, le thermomètre. Ça Ok. paraît bête. Nous, on a un thermomètre à 5 $ au magasin. Oh, moins cher. Oh, ben, OK, d'accord. J'insiste pas. Mais là-bas. Mais c'est ça. Quand on découvre le thermomètre, on est enfin capable de s'assurer qu'on atteint la température d'ébullition. On est enfin capable de comprendre c'est quoi la relation entre une température à 70 degrés et puis, disons, le mou. Puis le mou, c'est ce que tu as dans ton brassage avant que tu commences à mettre du houblon. En fait, c'est littéralement l'eau dans laquelle tu as tous les ingrédients qu'il te faut pour faire ta bière. Donc, on commence à faire des calculs, on commence à apprendre de nos erreurs, on commence à contrôler la qualité. Ça, c'est le thermomètre. Puis ça nous vient de la révolution industrielle anglaise. Il y a une deuxième invention, peut-être encore plus importante, ça, c'est le saccharomètre. Ok, je connais pas. Il y a un autre nom pour ça, c'est le réfractomètre. Je connais pas. Il y a un autre nom pour ça. En fait, non, là, je me confonds. C'est pas le réfractomètre. C'est un instrument qui permet de mesurer la quantité de sucre indirectement. Ça te montre un peu c'est quoi comment je peux dire ça? La teneur en sucre de ta bière, mettons, par rapport au volume de l'eau. Fait que c'est quoi la densité d'un liquide dans lequel il y a du sucre par rapport à la densité d'un liquide dans lequel il n'y a rien? C'est-à-dire, mettons, de l'eau. Donc, tu compares ta bière dans laquelle il y a du sucre avec de l'eau. Tu compares ça au début du brassage, puis après la fermentation. Fait que ce que ça te donne, c'est une différence, puis ta différence, ça te donne ton niveau d'alcool. On n'avait jamais calculé le niveau d'alcool avant. Mais non, les gens, ils devaient juste faire la bière, puis à un moment donné, t'en avais qui étaient plus élevés, d'autres moins élevés, d'autres qui étaient... en fait, c'était exactement ça. Il y avait beaucoup de bières dégueulasses, là, on s'entend. Je suis pas sûr que si toi et moi, on s'en va, même à l'époque de la révolution industrielle anglaise, puis qu'on goûte la porteur, qu'on n'arrête pas de dire qu'il était enfin un produit de qualité, je suis pas sûr qu'on l'aimerait. Parce que c'était très sec. Et c'était vraiment quelque chose de fait pour être disponible pour le commun des mortels, c'est-à-dire qu'on coupait dans tout, il n'y avait rien qui dépassait, c'était le minimum. Mais moi, j'ai une question pour toi. Je comprends. Merci. Je suis content que tu comprennes. Tu parles que M. Watt a eu un de ses premiers clients. En fait, c'était une brasserie. Parmi ses premiers clients. Cette brasserie-là, brasserie de la bière, évidemment. Ouais. Elle a commencé à exporter de la bière. Ouais. Mais moi, ça m'intéresse, ça, parce qu'à quel point ça a eu une portée. Est-ce que cette bière-là, je ne sais pas si elle a un nom, est-ce que cette bière-là est encore connue? Est-ce que ça fait partie d'une des bières qui tient encore debout aujourd'hui, que c'est grâce à cette révolution-là qui est encore là? Je m'excuse vraiment pour les gens qui nous écoutent parce que je vais faire un jeu de mots atroce. La porteur a vraiment eu une portée mondiale. Tu fais juste ça, des jeux de mots atroces depuis tantôt. Ne vous en faites pas, c'est la dernière fois que je l'invite au podcast. C'est parfait! Il ne reviendra plus. On connaît aujourd'hui la fameuse porteur impériale, qui est une bière qui a été fort bue en Russie, tout simplement parce qu'elle a été
adoptée par l'impératrice russe Catherine II, qui a régné pendant 30 ans au 18e siècle. Cette femme-là raffolait assez de la porteur pour l'imposer littéralement à toute sa cour. C'est-à-dire que si tu étais à la cour de Catherine II, Catherine la Grande, puis que tu voulais consommer de la bière, ben c'était pas recommandé par ton docteur de ne pas boire de la porteur. Une des raisons pour laquelle la Russie a adopté la porteur, c'est à cause du commerce maritime dans la mer Baltique. Parce que, grâce aux économies d'échelle permises par l'innovation de la révolution industrielle, les grandes brasseries anglaises sont capables d'exporter leur bière avec leurs principaux partenaires, dans lesquels la bière, dans les navires de l'époque, sert de lest. Le lest, c'est quelque chose qui permet à ton navire d'avoir une espèce d'encre ou une assise contre les vagues. C'est-à-dire que si tu as la cale d'un navire complètement vide puis qu'il y a des vagues, c'est plus facile de chavirer. Ouais. Donc, Parce qu'il n'y a aucun poids. c'est une technique hautement sophistiquée d'anti-chavirement. Si tu me permets. C'est quand même bien, hein? C'est quand même fou de te dire que c'est... pour pas chavirer, on va mettre de la bière dans la cave. Par exemple, au temps de la colonisation de la Nouvelle-France par les Français, on mettait des briques des fois dans le navire pour servir pour de mettre lest. un certain poids, en fait, pour que... Je comprends. Puis même que d'ailleurs, c'est tellement important d'avoir du lest que des fois, ben, tu pouvais pas vendre la brique. C'est-à-dire que tu la mettais même si tu savais pas que tu avais un acheteur. Ouais. Donc la bière, elle servait pour les Anglais de lest quand les navires allaient chercher du chêne. Parce que le chêne, puis ça c'est dans les pays baltes puis en Russie, parce que le chêne, c'est un arbre super important. Ça a une bonne résistance. C'était aussi utilisé beaucoup pour faire des barils. Alors là... Je m'en allais là. Je m'en allais là. Oui. Il y a tout un chapitre là-dessus sur le chêne dans... prochain épisode. L'espèce de... Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de prochains épisodes rendus là. Mais c'est ça, il y a tout un chapitre sur le chêne dans l'espèce de Bible de la bière, qui est comme le livre de la bière par... Jésus. Pas Jésus, un autre gars. Garrett Oliver, comme un espèce d'historien de la bière. Ouais, t'es pas si loin, je veux dire. T'es très loin, mais en même temps, t'es très proche. Ouais, je comprends. Mais t'es très loin. Ouais. Fait que, bref... Dans les cales de navire, il y avait du chêne, ça allait dans une direction, on revenait avec d'autres choses. Et puis, dans la Baltique, les Anglais, il y avait déjà un marché qui existait. Il y avait déjà plusieurs partenaires commerciaux qui étaient là. Donc, les Anglais ont commencé, quand je dis les Anglais, je veux dire les grandes brasseries anglaises, ont commencé à se spécialiser dans l'exportation en faisant une porteur encore plus forte. Parce que qui dit distance dit temps. Et qui dit transport maritime dit mouvement dans le bateau. Puis ça, pour la bière, c'est pas nécessairement une bonne chose parce que plus tu as de brassage dans la bière, plus tu as de risque de contamination. Mais c'est là où en fait, ils ont commencé à faire de l'exportation, principalement à cause du fait que dans les caves de bateaux, ils mettaient la bière pour avoir un certain poids. Ouais. Fait qu'ils transportaient leur bière totalement d'un continent à l'autre. Ben, je dirais que je pense qu'en premier, ils ont flairé l'opportunité commerciale avec des clients qu'il y avait déjà. Puis, en plus... il était capable de comprendre qu'il faisait d'une pierre deux coups. C'est-à-dire que tu allais souffrir si tu n'avais pas quelque chose dans la cale, autant de mettre quelque chose qui allait te donner. Tu vas te rapporter de l'argent en plus. C'est ça. Une petite gorgée par-ci par-là. Une petite gorgée par-ci par-là. Parlant de gorgée. Ouais, c'est ça. On est là pour Des fois, on oublie, on dirait. Hein? On oublie à quel point c'est important de prendre une gorgée de bière lors du podcast. Une des choses qu'on oublie aussi, c'est que jusqu'au 19e siècle, la bière est un élément important de survie en bateau. Ah, puis je l'avais oublié, celle-là. Tu l'avais en tête? Oui, ça s'en venait. C'est bon, c'est bon ça. Moi, je pense que la statistique la plus ahurissante que j'ai lue là-dessus, ça nous vient d'une espèce d'ordre d'acquisition, pas de procuration, je pense en anglais, mais c'est ça, d'acquisition de denrées par une espèce de commandant pour la marine anglaise. Ça laissait entendre assez clairement que au 18e siècle, on pouvait boire jusqu'à 10 pintes par jour. 10 Le marin anglais pouvait boire jusqu'à 10 pintes par jour. Le marin anglais, j'espère qu'il y avait quelqu'un qui contrôlait le navire quelque part, parce que c'est clairement pas lui qui décidait de la direction dans laquelle on allait. Là. Il faut un équipage pour naviguer. C'est deux pintes par personne, pas plus. Mais c'est un excellent point parce que tu sais, souvent quand on pense au fait que tu pouvais pas boire de l'eau
en général, au Moyen-Âge, dans une grande agglomération ou en mer parce que ça se contaminait, ben là, la première question qui se pose, puis c'est une question légitime, est-ce que les gens étaient tout le temps sous? Non, mais sérieusement, Ouais. est-ce que l'homme médiéval et la femme médiévale sont tout le temps ivres? C'est une question légitime. La réponse courte, c'est non. La réponse longue, c'est ça se peut. La réponse courte, c'est en réalité, la plupart des gens ne faisaient pas assez fermenter leur bière pour que les levures qu'il y avait puissent passer à travers tout le sucre. Donc, la bière était souvent très sucrée puis peu alcoolisée. Fait qu'on pouvait penser genre à un niveau d'alcool de peut-être 2 à 4%. Et puis là, ça dépend évidemment des localités. Mais ça, c'est vraiment pour le commun des mortels. Parce que ça fait très longtemps qu'on est capable de faire de la bière fortement alcoolisée. Et je pense qu'un des premiers exemples de brassage de bière, c'est en Chine. En réalité, on appelle ça une bière, mais c'est comme un vin de riz avec d'autres choses. Mhm. Ça date de 9000 ans. Wow. Puis, comme on sait qu'il y avait plusieurs éléments là-dedans, du riz, peut-être un peu d'hydromel, peut-être un peu de bière, ben on sait que tout ça mélangé ensemble, ça fait monter le niveau d'alcool. Moi, je nous ramène à la révolution industrielle. Ça, j'aime ça. Parce qu'on fait. Moi, je nous connais, tu sais. Faire beaucoup de parenthèses et tout. Un des autres éléments que je serais curieux de savoir, c'est qu'outre que l'exportation, tu parlais de Watt au niveau de l'aspect, j'imagine que il faisait de l'exportation à locomotive, puis ainsi de suite, quand c'était le temps qu'il avait trouvé, explorer la machine à vapeur, ainsi de suite, comme tu mentionnais tantôt. Quel a été l'élément, avec un grand L, ça, j'aime ça. de la bière? Là, tu parles pas d'un rond de poil. Non, je parle pas d'un rond de poil. L'élément qui a été, qu'on peut qualifier par rapport à la révolution industrielle pour la bière. La chose que n'importe quel historien ou des gens qui se connaissent énormément dans le domaine de la bière savent que ça égale bière, révolution industrielle. L'écroulement des autres bières. Ben, tant mieux, hein? Parce que une fois que la machine à vapeur a été adoptée par les grandes brasseries anglaises, là, ils ont commencé à racheter les plus petites. Personne n'était capable de suivre leur volume, leur tonnage. Donc, je peux te certifier que les 50 ans qui ont suivi ont été une période assez sombre pour les petits commerces de papa et maman. Wow. Et puis, ça a été assez dévastateur aussi pour le quelque peu d'entreprises familiales où est-ce que c'était la femme qui brassait des affaires et puis qui vendait à ses voisins parce que là, il n'y a plus personne qui pouvait suivre. Et puis ça a été désastreux, là, véritablement. Il y a une espèce de financiarisation, si tu veux, des grandes brasseries. Ils commencent à faire des profits faramineux. Les brasseurs faisaient quand même beaucoup d'argent durant le Moyen Âge, mais c'était pas des grandes fortunes. Là, ça commence à devenir des grandes fortunes. Ça commence à tasser les petits brasseurs. Ça fait que d'un côté, tu as la porteur, qui est la bière un peu de tout le monde, mais les autres styles commencent à disparaître un peu des livres. Wow. Donc, il y a une espèce d'appauvrissement, si on veut. Puis là, encore pire, le gouvernement anglais réalise qu'il y a du profit à faire. Ah, à travers la taxation. Ouais, ben oui. Qui dit gouvernement dit taxe. Et ça, c'est inévitable. Je dis. Et je dirais qu'en fait, avant même que la révolution arrive, la révolution industrielle, le grand moteur du développement des bières, historiquement, c'est la taxation. Parce que l'apporteur est aussi une façon de réagir à des taxes. L'invention du concept d'une bière vraiment, vraiment, vraiment sombre, avec beaucoup, beaucoup d'alcool, mais du malt de très basse qualité. En fait, c'est une façon d'éviter de payer beaucoup de taxes. Parce qu'en 1643, en Angleterre, on commence à taxer la bière pour de vrai. Des bonnes taxes. Des bonnes taxes assez généreuses qui feraient révolter beaucoup de maîtres brasseurs d'aujourd'hui. Et puis là, dès l'année suivante et les années qui vont venir, ça devient une source de revenus vitale. Puis là, encore pire, là, l'Angleterre s'empêtre dans un paquet de guerres, dont la guerre de 9 ans, à partir de 1688. Et là c'est la débauche fiscale. C'est pas la faillite, mais c'est la débandade financièrement. L'Angleterre a de la misère à mettre la main sur assez d'argent pour payer peu importe quel service existait à l'époque. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on monte beaucoup les taxes sur la bière, mais les brasseurs vont trouver un truc. Wow, je suis curieux, là. Là ça m'intéresse. Là, avant, ça t'intéressait pas. Là. Non, j'allais le dire, je savais que t'allais. Mais là, encore plus, je trouve ça intéressant. Bon, OK. Fait que là, retiens deux dates. Tu as 1643, où est-ce qu'on commence à taxer la bière pour de vrai,
Et puis, tu as 1188, où est-ce que là, la goutte fait déborder le verre de porteur. Les brasseurs commencent à se fâcher. Ouais. Bon, fait que là, les brasseurs, à partir de 1143, ils développent une tactique. Ils se spécialisent dans 2 à 3 types de bières. Une bière forte, puis une petite bière. Tu sais, l'expression, là, c'est pas de la petite bière. Ah, c'est ça. Ça viendrait Ça a d'où? vraiment existé, la petite bière. La petite bière, c'était le restant de ton mou, c'est-à-dire ton eau dans lequel tu as des ingrédients de bière, que tu recyclais pour mieux aller extraire le sucre qui restait dans les céréales. OK. Ben, quand je dis les céréales, je veux vraiment dire le malt. Parce Ouais. qu'en général, dans ta bière, tu vas mettre de l'orge, puis d'autres choses. Mais ton orge, il a passé à travers un espèce de processus de germination, de réchauffement, d'humidification pour que l'amidon qui est dans l'orge se transforme en sucre plus simple pour que ta levure puisse le manger pour que ça fasse de l'alcool. Wow. Fin de la parenthèse technique. Donc là, tu as la petite bière, puis là, tu as la grosse bière. La grosse bière. La grosse bière, la petite Pas la bière. grosse 50, mais Non, tu non, sais, hey. la bière, mettons, à 4 à 6 % d'alcool. Alors là, ce que les brasseurs vont commencer à faire, c'est qu'ils vont faire une bière avec une énorme quantité de malt, un déluge de malt, là, si tu veux. Donc, des bières à 7-8 %. Oh! Ils ne contrôlent pas nécessairement la température aussi bien que je le laissais entendre plus tôt, mais ils commencent à mettre des quantités antédiluviennes, si tu veux, de malt puis de houblon. Comme ça, c'est vraiment de la bière très forte. La raison pour laquelle ils font ça, c'est parce que il n'y a pas de limite à la quantité d'alcool imposable. À partir de 4-5 %, ça commence à être imposable. Mais la taxe n'augmente pas en fonction de l'alcool. Fait qu'ils peuvent la vendre plus cher. Ils peuvent la vendre plus cher, ils peuvent ne pas se faire taxer. Puis après ça, ils peuvent aussi faire toutes sortes de manigances. Par exemple, ils peuvent récupérer le mou de la première bière à 7-8 %, puis après ça, faire de la petite bière avec. Wow. Puis ça, cette petite bière-là, ils peuvent jouer un petit peu dans les livres puis dire, ah ben finalement, c'est de la bière à 4 % donc c'est une bière forte. Mais en fait, en réalité, ils la font passer pour de la bière faible. Fait qu'ils doublaient le profit avec la même quantité de produits, en fait. Ouais. Si on peut voir ça comme ça. Fait que On même si pourrait c'était dire ça. taxé, ça leur coûtait, la matière première ne leur coûtait pas plus cher parce qu'ils réutilisaient. Puis ça, Wow. c'est directement responsable de la bière que tu as devant toi, qui est une porteur très sombre, un peu sèche, C'est dans le tout de sens où tous ses ancêtres. Non, mais le porteur aujourd'hui nous vient directement de brasseurs qui mélangeaient plusieurs types de bières du même mou. Ils avaient une bière à 8 %, une bière à 5 % une bière à 2 %. Ils faisaient des petites manigances après que l'inspecteur se passait. Et puis ils disaient, ah ben ça, c'est une bière à 4 %. Et puis ils minimisaient les taxes. Mais ils se sont fait rattraper. OK. Parce que l'Angleterre continue de faire des guerres, continue de vouloir taxer ça, comme la plupart des pays. Dans la plupart des pays, l'alcool est une source de taxation, une source de revenus assez importante, surtout jusqu'avant la Première Guerre mondiale. Donc là, les taxes vont recommencer à augmenter. Et puis progressivement, c'est là-dessus que je conclus, les brasseurs, à cause de la taxation de plus en plus grimpante à travers le 19e siècle, vont commencer à appauvrir de plus en plus leur bière, la diluer, tricher un peu sur les livres, faire baisser le taux d'alcool, utiliser un malt de mauvaise qualité. Et ça va mener éventuellement à un déclin du côté de l'apporteur. C'est la raison pour laquelle l'apporteur, qui était la bière de tout le monde, au début du 19e siècle est à peu près la bière de personne au début du 20e siècle. Wow. Et c'est la raison pour laquelle, pour nous, acheter une porteur aujourd'hui, c'est un produit de niche. C'est pas notre bière de tous les jours. Non, définitivement pas. Ça veut pas dire qu'on ne l'aime pas. Non. Moi, je la vois comme un héritage d'une autre période. Je la vois un peu aussi comme un dessert liquide. Parce que clairement, il y a tellement de richesse là-dedans. Je veux dire, je la trouve nutritive, mais c'est peut-être purement subjectif. Mais tu sais, c'est pas ta bière de réconciliation estivale. Non, c'est pas ta bière de début de soirée non plus. C'est ça. Ouais. C'est intéressant tout ça. C'est intéressant. On prend une gorgée. Hein. Je pense qu'on va prendre une gorgée. Puis, c'est presque la fin. Je pense que c'est presque la fin. Ouais. Moi, pour terminer, en terminant, en fait, je dirais même, c'est étonnant à quel point on consomme, la moyenne des gens, moi, le premier, on consomme de la bière sans même savoir d'où est-ce qu'elle vit, son histoire. Puis c'est ce que je trouve très, très intéressant avec le podcast, Le Temps d'une bière, de comprendre l'histoire derrière cette bière-là. Oui.
de comprendre à quel point l'histoire de la bière est au cœur de l'histoire avec un grand H. Ouais. Ouais. Définitivement. Une excellente façon de conclure un excellent podcast. Une excellente façon de conclure un excellent podcast. Je te remercie, mon ami. Cheers. Cheers, et puis, on va se revoir à la prochaine bière, je pense. C'est bon.